Le silence tomba dans la petite pièce, et aucun des 2 hommes ne voulait le rompre, parce qu'aucun d'eux n'éprouvait de compassion pour elle. À l'intérieur de son corps, elle sentit une vague de chaleur se lever. Une vague puissante, sauvage, expansive. Elle fut rouge, rouge sur tout son corps. Une nouvelle fois, les mots sur le manteau carmin de cardinal lui traversèrent l'esprit. Car en effet, son corps était maintenant drapé d'un somptueux manteau cousu de flammes. Vous vous êtes trompé d'adresse, dit-il encore. Vous n'êtes pas ici dans un cabinet de délation. Elle entendit le mot délation, et son manteau de flammes devint un manteau de honte. Elle se leva pour récupérer ses lettres. Mais avant qu'elle ne réussît à les prendre, le jeune homme qui l'avait accueillie à la porte passa de l'autre côté de la table. Debout près du costaud, il regarda attentivement les 2 écritures. Et bien sûr que c'est la même personne, dit-il. Puis s'adressant à elle, regardez ce T, regardez ce G. Et soudain, elle reconnaît. Ce jeune homme, c'est le garçon du café de la ville normande, où elle attendait Jean-Marc. Et comme elle le reconnaît, elle entend à l'intérieur de son corps en feu sa propre voix s'étonnant. Mais tout cela, ce n'est pas vrai. Je délire. Cela ne peut pas être vrai. Le jeune homme leva la tête, la regarda comme s'il voulait lui montrer son visage pour se faire bien reconnaître, et il lui dit avec un sourire aussi doux que méprisant: « Bien sûr, c'est la même écriture, il l'a seulement agrandie et inclinée à gauche. » Elle ne veut plus rien entendre. Le mot délation a chassé tous les autres mots. Elle se sent comme une femme qui dénonce son bien-aimé à la police en apportant comme preuve un cheveu trouvé sur le drap d'infidélité. Enfin, après avoir récupéré ses lettres, sans mot dire, elle fait volte-face pour s'en aller. Une fois encore, le jeune homme a changé de place. Il est près de la porte et la lui ouvre. Elle est à 6 pas de lui. Et cette petite distance lui paraît infinie. Elle est rouge, elle brûle, elle est en âge, et l'homme devant elle est arrogamment jeune, et arrogamment il regarde son pauvre corps. Son pauvre corps. Sous le regard du jeune homme, elle sent qu'il vieillit à vue d'œil, en accéléré et au grand jour. Il lui semble que se répète la situation qu'elle a vécue au café au bord de la mer Normande, lorsque, avec son sourire obséquieux, il lui a barré la route vers la porte et qu'elle a eu peur de ne plus pouvoir sortir. Elle attend qu'il lui joue le même tour, mais poliment il reste debout à côté de la porte du bureau et la laisse passer. Puis d'un pas incertain de vieille femme, elle prend le couloir vers la porte d'entrée. Elle sent son regard peser sur son dos mouillé, et quand elle se trouve enfin sur le palier, elle a la sensation d'avoir échappé à un grand péril. Alors pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1, ici, on voit tout de suite une triangulaire, 3 personnes,
la blessure de trahison à soi. Un sentiment de ne plus pouvoir échapper au regard de l'autre, à ce que le regard de l'autre nous révèle. Il y a ici le regard du Père qui est très présent et comme si il fallait choisir un père, trouver absolument ici l'urgence de trouver un point de repère et l'idée de se fourvoyer en cherchant à l'extérieur ce point de repère, de chercher le Père à l'extérieur, alors que ce qu'il y aurait besoin de faire ici, c'est d'intérioriser cette énergie du Père, cette autorité intérieure, cette capacité à se mettre des limites, cette capacité à s'autoréguler, cette capacité à poser des règles strictes pour soi, dans un souci de trouver son équilibre. Alors, les règles strictes ici, ça peut être une routine de vie, changer quelque chose dans, dans le quotidien, euh, dans son emploi du temps, aller chercher une discipline de vie qui pourrait nous aider à nous reconstruire, parce qu'ici, on sort d'une grosse trahison et il y a beaucoup de solitude. Et la tendance est d'aller chercher à l'extérieur de quoi remplir ce vide, alors que ce qu'il y aurait besoin de faire, c'est justement de se réapproprier cette solitude comme étant un potentiel d'introspection, typiquement relié ici à l'énergie féminine, bien sûr, et que cette énergie féminine puisse accueillir cette énergie masculine. Donc, ce père, intégrer cette énergie du père, l'intérioriser pour soi, pour arrêter de projeter à l'extérieur une attente, un idéal. J'entends ici faire tomber l'idéal du père pour pouvoir l'intégrer et aussi faire tomber l'idéal du père pour pour que ce père puisse être incarné dans la matière, bien sûr, et l'incarner soi, pour soi, cette énergie-là du Père, de cette autorité, de cette assise, de cette capacité d'ancrage dans la matière, cette capacité de se donner ce dont on a besoin. Cette énergie masculine ici est une énergie de don, donc c'est une énergie de don, c'est-à-dire tout ce que je vais poser comme action vers l'extérieur. Hein. C'est l'énergie du masculine et l'énergie du don, l'énergie féminine, l'énergie de la réception, donc l'énergie du don dans le sens de tout ce que je donne, donc tout ce que je vais donner de moi à l'extérieur, que ce soit en termes de communication, donc tout ce que je vais dire, la parole, tout ce qui est susceptible de s'ancrer dans la matière, de se matérialiser. Ok. Donc ici, il y a besoin de revenir vers soi pour pouvoir se réapproprier cette énergie du don, aller observer est-ce que ce que je porte aujourd'hui, est-ce que
ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, euh, en quoi ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui est en capacité de... Je vais regarder ici avec le tarot de Marseille. Oui, oui. J'ai la carte de l'amoureux ici, donc de la dualité. Donc la carte de l'amoureux, on a justement ce Cupidon, hein, ce Cupidon qui, avec sa flèche, Cupidon, hein, de nouveau cette énergie du don, Cupide, don. Alors il faudra aller voir ici, est-ce qu'il y a de la rétention justement dans ce don? J'entends ici, j'ai peur de donner parce que j'ai déjà donné beaucoup, mais je n'ai pas reçu en retour. Donc il y a quelque chose ici dans le don de soi qui a été fait dans le sacrifice. Donc le sacrifice, à partir où on donne dans le sacrifice de soi, sans être capable d'écouter ses besoins, eh bien, évidemment, ici, il y a besoin de rééquilibrer ce don, que ce don soit aligné sur nos besoins et qu'il ne soit plus un sacrifice, ou s'il l'est, qu'il soit un sacrifice consenti, c'est-à-dire un conscient. Pour qu'un sacrifice soit consenti et conscient, c'est pas si simple que ça. Hein. Pouvoir dire, voilà, je fais ce sacrifice en toute conscience, hein, des choses et de qui je suis. Donc là, il y a vraiment un besoin d'aller chercher cette énergie du je suis et qui je suis sans le regard de l'autre. Parce qu'ici, il y a le regard du père hein, qui est important ici. Hein, je vois comme s'il y avait deux pères et puis je vois aussi comme s'il y avait un doute sur l'identité du père ici. Alors ça, vous allez regarder dans votre transgénérationnel hein, et on peut le regarder en séance individuelle aussi s'il y a lieu. Je ne dis pas que c'est ça, que c'est votre cas, mais ça peut être aussi ça. Où en tous les cas, il y a un doute qui a été un jour émis, même si c'est pas que le doute est là, mais peut-être que il y a au moment où la maman a été enceinte, elle a douté, elle a eu un doute sur qui était le père, ou elle a hésité à un moment donné dans sa vie entre deux hommes et lequel serait un bon père pour ses enfants. Donc ici, je vois aussi une femme qui a choisi son époux dans ce sens-là, un bon père pour mes enfants. Voilà. C'est ça. En fait, c'était un petit peu comme si c'était le seul, le seul euh, je ne trouve pas le mot, paramètre important, c'est-à-dire, voilà, je cherche un bon père pour mes enfants. Donc il y a quelque chose ici aussi qui peut venir créer chez le conjoint hein, de cette femme un sentiment de trahison parce que cette femme aura choisi cet homme en tant que père, un bon père pour ses enfants, mais peut-être qu'elle, en dehors de ça, elle va peut-être pas le tromper matériellement, mais en pensée, elle désirera un autre homme qui sera plus, qui représentera plus l'énergie d'un amant potentiel, mais qui ne serait pas ici un père. Enfin, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là ici, donc à aller regarder dans la guidance. Alors évidemment, oui, je vais... Oui, il y a la tempérance aussi. Dans le tarot de Marseille. Oui, ben, évidemment, la tempérance ici, il y a vraiment la tempérance, c'est l'équilibre, hein, c'est une énergie androgyne, c'est l'équilibre du donner et du recevoir, hein, parce que c'est l'énergie, c'est un ange ici qui est représenté euh, dans le tarot de Marseille, avec la tempérance, et l'ange est une énergie androgyne. Androgyne, j'entends ici
Donc, on dit les anges n'ont pas de sexe, mais androgyne dans le sens, c'est pas qu'ils rejettent la sexualité, on ne rejette pas la sexualité ici, on ne rejette pas son genre, c'est que ça parle ici de cet espace en soi. Donc la tempérance ici vient nous rappeler qu'il existe en chacun de nous un espace de temps en soi, un espace neutre. Cette tempérance ici, c'est pas neutre, mais je dis neutre pour le dire d'une autre façon, c'est-à-dire un espace de neutralité, un espace de paix intérieure. Pourquoi cette paix intérieure? Parce que c'est un espace qui est libre de tout besoin d'identification et qui est libre de tout besoin de projection extérieure et qui est libre de toute attente de projection extérieure, qui n'a pas besoin de ces projections pour exister. Donc, qui n'a pas besoin que l'autre attende. Je n'ai pas besoin que l'autre attende de moi quelque chose pour exister. C'est-à-dire, c'est le je suis. C'est qui je suis sans le regard de l'autre. Qui je suis si je ne m'identifie pas à un genre. Euh, euh, qui je suis si sans cette identité égotique en fait, sans cette persona. Bien sûr qu'on a besoin d'une identité. On est sur Terre, l'être humain a un ego et Dieu sait qu'on en a bien besoin sur Terre. L'être humain, nous sommes humains, hein, donc l'être humain a une part égotique qui est à notre service ici. Donc c'est vraiment ce rappel que cet ego est à notre service, au service de cette part de nous qui a besoin de s'élever au-delà de cette dualité égotique du genre masculin au féminin, du bien et du mal, gentil du méchant, soit si je ne suis pas gentil, ça veut dire que je suis méchant, si je ne suis pas méchant, ça veut dire que je suis gentil. Non, il y a toute une gamme, bien sûr, entre... il y a toujours des nuances entre ces extrêmes-là. Ici, voilà, je vois aussi beaucoup cette notion, bien sûr, ici, d'extrême, de dualité, d'extrême. Euh, euh, cette dualité entre l'amour-passion et l'amour-raison. Et alors, ici, le besoin d'aller trouver un amour qui serait plus pur, mais pur, pas pur opposé à impur, pur dans le sens d'androgyne, pur dans le sens d'équilibré au niveau des énergies masculines, féminines. Les énergies ici masculines étant représentées par l'énergie du feu et l'énergie féminine étant représentée par l'eau. Donc l'équilibre de l'eau et du feu, on voit ici hein, aussi la tempérance, elle verse de l'eau. Elle a deux cruches, hein, une dans chaque main, et il y a de l'eau qui passe d'une cruche à l'autre. Oui, comme si on allait faire circuler cette eau entre le féminin et le masculin, entre la part masculine et la part féminine. Donc voilà, donc, on va fluidifier quelque chose ici. On va dire, on va aussi par rapport à ce feu des passions, de la passion, on va mettre de l'eau. Hein, c'est l'énergie du coupeur de feu ici qui est l'énergie que je porte, hein, puisque je suis née dans une lignée de coupeurs de feu. Hein, c'est vraiment l'énergie d'aller aller mettre de l'eau quand il y a trop de feu. Hein, c'est cette capacité à équilibrer l'eau et le feu. Oui. Je vais prendre ici l'oracle des fées pour éclairer un peu mon propos avec quelque chose d'autre, une énergie un peu différente. Ok, oui. On me parle ici d'héritage spirituel. Oui. Ok. Oui. Ici, il y a un potentiel
il y a ici le besoin de faire face à son potentiel de réalisation. Hem, il y a l'idée de raconter, de se raconter, de l'histoire qu'on se raconte et de ce qui a besoin aujourd'hui, heu, de recommencer du début cette histoire. Donc, la ici, c'est vraiment avoir confiance en votre capacité à réécrire votre histoire. À partir d'aujourd'hui, heu, vous vous êtes raconté des histoires, donc c'est toute l'illusion, heu, liée à la trahison, bien sûr, au non-dit, l'illusion dans laquelle vous avez pu être, suite, à cette trahison et la trahison à soi aussi, hein. Il y a tout ce qu'on se raconte à soi-même. Donc sortir un petit peu de ce film, hein, comme on dit, sortir du film de sa vie et et réécrire l'histoire. Et aussi à partir de ce qui nous a été, d légué, à partir de l'héritage, heu spirituel, heu, réécrire l'histoire à partir de l'héritage spirituel, oui. Voilà, je vois ici une trahison aussi au niveau d'un héritage, peut-être quelque chose en lien avec le matériel, hein, quelque chose, oui, en lien quelque chose avec, qui n'a pas été juste au niveau de la transmission, au niveau de l'héritage dans la matière. Alors ça peut être, l'idée qu'on vous a, hem que vous vous êtes fait avoir, tout simplement. Heu, ou peut-être que vous avez vous-même refusé une part d'héritage, matériel j'entends, et il serait intéressant ici d'aller revisiter ça, l'héritage, parce que, quelquefois, le fait de refuser dans la matière, je sais pas, un terrain ou vous voyez, par exemple, une famille où il y a beaucoup d'enfants et il y en a un qui est plus aisé que les autres et qui a mieux réussi, hein, et qui va, dire, par exemple: «Non, mais moi j'ai pas besoin, je le laisse pour les autres». Et et heu et il faut, alors ça peut être juste, mais aller regarder aujourd'hui, il y aurait besoin d'aller explorer ça et aller voir si c'est juste, s'il y a pas un rejet de l'héritage là-dedans. Parce que ça peut être ça aussi. Moi, je ne veux pas de cet héritage, voilà, je ne veux pas de cette terre, je ne veux pas de ce terreau-là, je rejette, ma mon héritage, je rejette, mon clan, et il s'agit pas de ça ici. Heu, Quand on parle de d'aller nettoyer le lien, de loyauté au clan, bah, il y a d'un côté la loyauté indéfectible qui nous empêche de prendre notre envol, mais il y a aussi le rejet du clan qui fait que, à partir du moment où on va rejeter, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est l'expression, eh bien, on va créer inconsciemment une dette symbolique envers ce clan. Donc, il serait intéressant ici d'aller voir qu'est-ce qu'on a rejeté en bloc, de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs et du clan en général. Donc, d'aller ici reprendre sa juste place, faire le tri entre ce qu'on souhaite, garder et dans cet héritage, spirituel, j'entends. Donc il y a, voilà, il y a lieu d'aller voir aussi l'héritage spirituel parce que l'héritage matériel sur lequel on a fait une croix peut engendrer aussi, comme résultat qu'il y a un héritage spirituel qui n'arrive pas à venir à nous parce qu'il passe par l'acquisition de cet héritage matériel, ou par l'acceptation de ne pas avoir reçu une partie de cet héritage. Donc, en fait, après, c'est chacun, selon. En fait, il faut faire la paix avec ça, quel que soit le sens dans lequel on le prend. Mais là, il y a vraiment un besoin de faire la paix avec son héritage familial. Euh, donc, d'aller ici apprendre vraiment à se connaître et du coup accepter d'aller apprendre à se connaître à travers cet héritage. Parce qu'ici, vu qu'il y a une blessure de trahison, il y a beaucoup de rébellion, l'énergie de rébellion est très présente, donc il y a pu y avoir, heu, tout un temps,
à partir du moment où vous avez quitté votre famille, vous avez été dans la rébellion. C'est-à-dire que quand on quitte le cocon familial, bien souvent, pour créer soi-même sa propre famille ou sa vie à soi, on va dire oui, moi je ne serai jamais par exemple comme ma mère. Je suis une femme, je ne serai jamais comme ma mère par exemple, ou je suis un homme, je ne serai jamais comme mon père. Mais ok, jusqu'à aujourd'hui, vous avez bien réussi, bravo, vous n'êtes pas comme votre mère, enfin en tous les cas vous êtes fiers de vous d'avoir pu passer à côté de ça, mais vous n'êtes toujours pas vous. Hein, donc vous avez pu passer à côté ben, de cette représentation-là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous réconcilier avec cette image de votre mère, justement. Parce qu'encore une fois, vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain en disant « je ne veux pas être comme ma mère ». Vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, « je ne veux pas être comme mon père ». Voilà. Et bien souvent, quand on l'affirme comme ça, ne fût-ce que pour soi, c'est souvent très catégorique et ce sont comme des vœux. Hein, ce sont des vœux qu'on fait. Donc, ce sont des vœux qu'il y a besoin d'aller réviser aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi, réécrire l'histoire. Hein, ok. Bien. Une dernière. Avec, pardon, excusez-moi. Oui, le tarot des symboles bibliques. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une carte qui s'est retournée. Enfin, elle a voulu se retourner, peut-être qu'elle ne s'est pas retournée. Je cherche un peu. Non, je ne la trouve pas. Une autre. Le tarot des symboles bibliques, s'il vous plaît. Ah, je l'ai trouvé, la carte. Ok, c'est qu'il y avait une deuxième qui devait venir. Ok, je vais prendre ici les trois. Oui, donc ici, bien sûr, on me parle de nouveaux départs, et nouveau départ, de libre arbitre, de reprendre sa vie en main. Donc oui, c'est de nouveau hein, cette énergie de reprendre sa vie en main, reprendre sa vie en main, se prendre par la main et vraiment, aujourd'hui, je me prends par la main et j'y vais. Je conduis ma vie. Aller retrouver cette assise, cette capacité à conduire sa vie et ne plus chercher à l'extérieur ce point de repère, ce père qui nous prendrait par la main et qui, pour nous mener à nos objectifs. Oui, ici, il y a encore une autre énergie qui me vient. Je vais développer par rapport. C'est l'image d'un père qui prend la main de son enfant et qui, à un moment donné, il y a quelque chose dans l'énergie qui passe de l'enfant au père, et j'entends ici une énergie de joie, l'énergie de joie qui va être reçue comme par l'adulte, de l'enfant à l'adulte, comme une énergie sexuelle. Je vois un enfant qui est content, qui prend la main de son père
pour prendre la route pour aller, à un endroit, X et qui et tout à coup, le père qui ressent l'énergie sexuelle de l'enfant, qui est une énergie de joie et de jeu, d'amusement, une énergie d'enthousiasme, voilà, d'enthousiasme. Donc, de contentement et qui tout à coup, heu, le père reçoit ça comme une énergie sexuelle qui va et ça va le faire qu'il va rejeter la main de l'enfant et l'enfant ne comprend pas ce moment, cette désillusion, ce rejet tout d'un coup, du père. C'est la première fois que ce père se comporte de cette façon, donc c'est assez étonnant et l'enfant qui, à partir de là, se dit qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'il a senti une violence dans le geste. Il a ressenti beaucoup de violence. Il a ressenti, heu, un mélange d'émotions parce que c'était mélangé chez le père. Il y a de la colère, il y a un mélange de colère, un mélange de de honte, de culpabilité, certainement des mémoires, aussi, peut-être d'abus sexuels ici aussi, j'entends. Hem et 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 ça va faire que l'enfant, à partir de ce jour-là, bah, la relation avec le père va changer et on va passer d'un amour inconditionnel, si tant est qu'il ait pu être inconditionnel bien sûr ici, mais en tous les cas qui pouvait, se rapprocher de ça. Heu, on va passer de cet amour universel à une dépendance, à un lien de codépendance parce que l'enfant aura ici, il aura pensant avoir fait quelque chose de mal, suite à la réaction du père, il va chercher à se faire pardonner. Donc c'est la culpabilité qui va le faire agir et plus l'amour, universel, authentique qui le portait jusque-là. Et donc ça va complètement falsifier la relation au père et ça, c'est vraiment l'énergie de la trahison aussi parce que l'enfant, à partir de ce moment-là, va être dans la trahison à soi et le père aussi parce que lui-même va être dans la culpabilité d'avoir ressenti ça. Donc il va y avoir une dimension, de codépendance, victime-bourreau. Ici, j'entends, qui qui va s'installer, entre l'enfant et son père. Et mmh et donc l'idée ici de reprendre sa vie en main et son libre arbitre, ça peut du coup il peut y avoir une difficulté ici, du coup à ce niveau-là, de le reprendre sa vie en main, heu, ou d'aller rencontrer l'autre aussi, la difficulté de se prendre par la main ou de faire confiance à l'autre pour, par exemple, s'il y faut, aller conclure un contrat où on se serre la main pour dire: «OK, le contrat est conclu, affaire conclue», on trouve une conciliation et donc on se serre la main et donc la méfiance, difficulté de faire confiance aussi, c'est l'abus de confiance. Donc ici, l'énergie d'abus de confiance, de trahison, heu qui sont présentes aussi. Donc ils peuvent venir ici créer une difficulté à reprendre sa vie en main, que ce soit seul, donc à se prendre par la main soi-même pour avancer ou, si on a besoin si on souhaite créer une relation, que ce soit une relation de couple, professionnelle, mais la difficulté à aller vers l'autre et à serrer la main, à prendre la main de l'autre et à dire: «OK, on y va». Hem, voilà, je vais m'arrêter ici. Merci, pour votre écoute et on va passer au choix numéro 2.
Ma mère, vidée d'elle-même, son enfant sans vie sur les genoux, restait assise dans la charrette, insensible au monde extérieur. Brinque-ballée en tous sens, elle ne réagissait plus, et son regard mort terrifiait Quincy qui, malgré les efforts, se retournait, sans cesse, pour observer le beau visage impassible de la femme à laquelle il pensait devoir la vie. Une dette, ils avaient une dette envers celle qui avait pris soin d'eux, sans les connaître, avec une tendresse de mère durant ces derniers jours. Il la sauverait coûte que coûte, d'autant que Quincy ressentait autre chose. Cette exilée, magnifique en robe de noces, tout encombrée d'enfants et lancée dans une aventure qui la dépassait, les avait tous émus dès la première rencontre. Mais l'esprit avait déserté le corps de Frasquita et aucun souffle n'animait plus cette coque vide et immobile agrippée au cadavre de son enfant. Dans le soleil levant, l'envie lui prit de pleurer les larmes qu'elle-même ne pleurait pas. Salvador parvint à rattraper la charrette lancée entre les arbres, au moment où Clara, touchée par les premiers rayons du soleil, ouvrait les yeux. Tout étonnée de ne plus être dans la grotte aux parois d'écume où elle s'était endormie la veille, l'enfant lumière dévisagea sa mère, osa une caresse sur sa joue de bois, puis toucha le corps trop froid de sa sœur. Malgré le jour naissant, Clara lança un cri qui semblait ne jamais devoir s'éteindre. Salvador la prit dans ses bras pour tenter de la calmer sans ralentir leur course, mais rien n'y fit. Comme elle se débattait et hurlait de plus belle, Angela s'approcha, prit sa petite main dans la sienne, lui fredonna un air doux et triste en jouant avec ses doigts, tira de sous sa robe une longue plume blanche qu'elle lui offrit, et la fillette aux yeux de paille s'apaisa. Ils atteignirent la route. C'est alors que la bouche de Frasquita commença à parler. Se pourrait-il que certains mots soient vivants? Ceux qui s'emparèrent de la bouche de ma mère ce matin-là semblaient avoir leur volonté propre. Ils ne ressemblaient à rien. Une langue inconnue possédait cette femme arrachée à elle-même par la douleur. L'une des prières du dernier soir, l'une de celles qui font lever les damnés comme des gâteaux passait entre les lèvres sèches de Frasquita. Et ces mots murmurés résonnaient, vibraient tout autour de la charrette, pénétraient chacun des fugitifs, contaminaient l'air qu'ils respiraient, l'espace qu'ils traversaient. La prière matérialisait une sorte de cercle autour de ma mère, un cercle englobant les anarchistes, les enfants et le tout petit bout de terrain sur lequel ils avançaient. Un morceau de paysage redessiné, soustrait à la vie, silencieux. Un morceau du monde où les mots de la prière, incompréhensibles, avalaient le chant des oiseaux, étouffaient le bruit des pas, happaient les grincements de la charrette et faisaient taire les cailloux du chemin. Ils atteignirent la grande route, pensant y trouver des barrages, mais ils ne virent rien. Pas la moindre trace de soldats. Rien. La route était déserte. Les enfants sortirent de la prière pour quémander de l'eau dans une métairie. À quelques pas seulement de la charrette, le monde reprenait ses droits. Le monde chantait. Le vent soufflait son air tiède. Les insectes bruissaient, paisibles, et les couleurs retrouvaient leur intensité. Les bonnes gens qui ouvrirent leurs portes à Angela et à Pedro observèrent de loin la charrette et les silhouettes brisées qu'il avait tirées à tour de rôle jusque-là.
Ils virent cette femme assise de profil, droite, comme plantée dans sa carriole, et dont seules les lèvres bougeaient. Quelque chose se passait sur la route. La mort rôdait autour du groupe dépenaillé et épuisé, sous ce ciel tout chargé de violence immobile. Ils ne proposèrent pas aux enfants d'entrer, mais donnèrent plus que les petits n'auraient osé demander. De grandes outres pleines d'eau fraîche, du pain et même une petite gourde d'eau de vie et des amandes. Puis vivement les paysans refermèrent leurs portes, inquiets à l'idée de se laisser pénétrer par ce qui errait ainsi, douloureusement, sur les routes. Derrière leurs fenêtres, ils regardèrent la charrette reprendre sa course, dans un mouvement saccadé, irréel. Un tableau s'était arrêté devant chez eux. Des êtres en étaient sortis. Puis le tableau s'était remis en marche. Sans lui laisser le temps de sécher, le peintre avait passé la main sur sa toile, balayant les lignes, mélangeant légèrement les formes, effaçant les couleurs. Le soleil lui-même semblait ne pas pouvoir pénétrer le cadre. Ces gens ne marchaient pas, ils flottaient dans une éclipse partielle quelque part au-dessus de la route. Dans leur sillage, une tourmente de mots, de phrases grondées. Tout s'obscurcissait, l'orage menaçait, et Frasquita ne sciait pas. La route, le silence et la ligne brisée du temps n'étaient rien comparés aux visions de son esprit malade de douleur. L'incantation convoquait ses ancêtres dans le pentacle dessiné par sa voix. Toutes ces femmes qui, avant elle, avaient reçu la boîte et les prières en partage, accouraient, portant leur mort comme un nouveau corps. Mort violente, mort douloureuse, mort douce, mort secourable, mort espérée, mort acceptée, rejetée, terrifiante. Chaque mort venait caresser le corps chaud de cette femme qui appelait. Une foule d'ombres se pressait autour d'elle, buvant sa vie comme un nectar, et chaque baiser offrait à ma mère une mort différente. Elle en visitait toutes les terribles facettes, vivait les agonies, les surprises, les terreurs. Les mains paniquées des morts par surprise, à jamais étonnées de ne plus être, lui réclamaient leur vie violée, volée, lui arrachaient un morceau de la sienne pour la dévorer dans un coin d'ombre. Sa vie partait en lambeaux, écorchée, avalée, usée par les caresses et les baisers glacés. Elle se débattait dans le magma des douleurs et des peurs, suppliant qu'on lui rendît son enfant, arrêtée dans les replis de l'au-delà. Mais que pouvaient ces morts qui la pressaient de toutes parts, que pouvaient-ils, pour elle, ces condamnés à une éternelle agonie, empêtrés à jamais dans l'horreur de leur dernier souffle? Alors, au bord du cercle qui s'était formé, Frasquita entrevit d'autres formes, plus lointaines, qu'il observait, une assemblée lumineuse. La mort gardait ses secrets. Le royaume des ombres recélait ses lumières. Peut-être ces spectres devaient-ils faire leur deuil des vivants avant de gagner leur paix. Elle ne résista plus et s'offrit à tous les tourments. Si tel était le prix à payer. Le petit cadavre de Martirio était blotti contre sa poitrine, blême, les yeux ouverts sur la nuée des morts, et dans le tourbillon des formes qui les frôlaient, Frasquita vit l'enfant sourire. Soudain, la porte ouverte sur l'au-delà se referma et tout disparut. Frasquita revint à elle comme on remonte à la surface d'un puits. Elle était couchée dans une tour en ruine. Anita, assise sur sa boîte, lui épongeait le front brûlant. La couturière enlaçait toujours le corps de Martirio.
Et, malgré la fièvre, elle sentit que la chair de sa fille était chaude et que sous sa main son petit cœur palpitait. L'enfant dormait, paisible, sur le ventre de sa mère. Elle avait réussi. La prière qu'elle avait dite était perdue pour 100 ans, mais sa fille vivait. La mort avait lâché sa proie. La mort avait cédé. Voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je viens de lire l'extrait du livre, de l'œuvre de Carole Martinez, Le cœur cousu. Je ne pense pas avoir annoncé pour le choix numéro 1 le titre de l'œuvre, je noterai tout en dessous de la vidéo. Vous aurez les références. Alors, je vais ici. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, alors, c'est pas étonnant, vu la période, que nous ayons ces énergies-là, bien sûr, ici. Magnifique. Ok. On a ici de nouveau le hiérophante ici, donc qui correspond dans le tarot de Marseille au pape. Ok. Ok. Oui, ici j'ai quelqu'un vraiment qui a besoin de... Bien sûr, on est dans la continuité du choix numéro 1. C'est inévitable ici, de toute façon. Quand on fait un tirage à choix comme ça, les énergies d'ensemble, il y a les énergies d'ensemble, inévitablement. Mais je reviens à ce choix numéro 2 parce que vous l'avez fait. Et je vais faire honneur à votre choix ici. Il y a vraiment besoin d'intégrer ici votre autorité intérieure. Mais il y a vraiment, il y a un besoin qui est urgent, je dirais. Il y a ici une parole tranchante, je dirais, et il y aura besoin d'aller mettre la lumière sur un non-dit, un décès dans votre transgénérationnel, quelque chose dont vous n'avez pas connaissance à l'heure d'aujourd'hui, ou peut-être vous avez connaissance mais vous n'avez pas confirmation, vous avez peut-être un doute mais pas confirmation. Et il y a ici, quand je vois cette petite fille déjà avec sa robe noire, c'est comme si déjà je vois un enfant qui porte le deuil. Et alors il y a beaucoup de lectures, mais ce que je vois, c'est un enfant de remplacement, un enfant qui est là pour remplacer un enfant décédé. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Un enfant ne remplace pas un autre, mais en tous les cas, c'est ce qui est attendu d'elle, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc c'est là, d'où cet enfant, si c'est vous aujourd'hui adulte, ou si c'est un enfant que vous connaissez, un de vos enfants, peu importe,
enfin, peu importe non, mais je vais dire, si c'est vous adulte, je vais prendre cette configuration-là, vous pourrez après le glisser comme vous voulez, le transposer. Mais si vous êtes adulte aujourd'hui et que vous êtes cet enfant de remplacement, ce serait bien que vous le sachiez. C'est-à-dire que vous puissiez avoir une confirmation comme quoi il y avait un autre enfant peut-être avant vous. Un autre enfant avant vous qui n'a pas pu un autre enfant avant vous qui n'a pas pu vivre, alors soit qui est mort-né ou qui n'est jamais venu au monde, quelle que soit la raison. Hein. On va dire ça comme ça. Oui. Hein. Oui, hein. C'est ce non-dit, cette vérité qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas dite, ce qui a besoin d'être dit ici, qui a besoin d'être entendu. Ce que vous ne connaissez pas ici de vous, donc si vous êtes l'aîné, par exemple, de votre famille et qu'il y a eu un enfant avant vous, ça veut dire que vous n'êtes pas l'aîné. Déjà ici, et à ce moment-là, il y a une blessure d'injustice chez vous qui est très présente. La trahison aussi, hein, bien entendu, ici, de toute façon, elle s'intrigue toute. Après, ici, je fais référence à une blessure primordiale, bien sûr, plein d'autres blessures qui en découlent. Et donc, il y a une blessure d'injustice ici, parce que si vous êtes l'aîné en vie, et donc vous avez les projections et les attentes qui ont été, tout ce qui a été projeté sur vous dans les attentes, concerne l'aîné. Et ça a été, et cet aîné n'étant pas en vie, ça s'est répercuté sur vous. Mais ce n'était pas votre... il y a une injustice parce que vous n'êtes pas l'aîné. Et vous sentez que vous n'êtes pas l'aîné. Et il y a une trahison également parce qu'il y a ici une rétention d'informations. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est perçu par vous. Et donc, du coup, ça peut faire que dans votre vie d'adulte, vous viviez des trahisons, difficulté de rentrer en lien, que ce soit d'un point de vue amoureux, amitieux, j'entends. Donc il y a le deuil qu'on s'oblige à porter. Donc le deuil qu'on s'oblige à porter, c'est aussi cette vie qu'on s'empêche de vivre, évidemment, de toute évidence. Cette vie qu'on s'empêche de vivre, cette place qu'on a besoin de prendre et qu'on s'empêche de prendre. Oui. Et comme a besoin de se cacher aussi, a besoin de se cacher, a besoin de ne pas se montrer. Du coup,
a besoin de se cacher parce qu'on a la honte d'être en vie, la culpabilité d'être en vie, d'avoir survécu. Il peut y avoir des mémoires ici, des mémoires de guerre, j'entends, et de survivantes. L'idée d'avoir survécu à je suis en vie, mais ma famille n'est pas en vie. Est-ce que j'ai le droit d'être en vie? Il y a vraiment ici un enchaînement. On est enchaîné par cette culpabilité d'être en vie, par cette est-ce que je mérite d'être en vie? Euh, il y a l'idée de subir sa vie et donc de ne pas pouvoir justement être dans l'action. On subit et on a du mal à agir et à agir et à agir pour soi. Ça, c'est vraiment une question de l'ancrage ici qui n'est pas. Il y a un rejet d'incarnation, donc il y a un ancrage qui n'est quasi pas possible ici. Il y a besoin de se faire justice, de reprendre sa juste place, et pour ça, d'aller pouvoir aller regarder quelle place on a dans la fratrie, quelle place on occupe. Euh, il y a vraiment ici le fait d'être enchaîné euh, par des attentes par les attentes d'un clan, par euh, enchaîné par, par les attentes d'un clan qui serait ici. Ici, il y a une petite fille sur l'image et voilà, il y aurait eu un enfant avant qui aurait été un garçon et cette petite fille n'a pas le droit d'être cette petite fille, de jouer comme une petite fille, voilà, elle porte une robe ici, elle joue, elle danse, mais sa robe est noire, donc c'est comme si elle danse, mais en même temps elle s'empêche de danser vraiment et d'être lumineuse. Il y a de la lumière autour d'elle, mais en même temps cette image, euh, bien sûr, il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a un équilibre au niveau au niveau du noir et du blanc, c'est assez équilibré, mais il y a quand même du gris, pas mal de gris, c'est pas noir et blanc, il y a une tache grise là, et le gris est une énergie très euh, euh, qui refuse la vie. C'est pas tant le noir ici qui refuse la vie, c'est le gris. Le gris, il est terne, donc il y a comme voilà, on s'empêche de briller. Le noir n'est pas terne. Le noir, il peut être très vivant quand il peut être très vivant et très lumineux. Euh, et le gris, c'est bien sûr le gris, c'est la nuance, mais justement il y a toujours c'est comme si ici cette énergie, cet enfant et cet adulte aujourd'hui doit toujours être dans la nuance, ne peut pas se permettre une extravagance, une exubérance, euh, d'être quelquefois dans l'excès, dans le trop, parce qu'on a quelquefois besoin d'être dans le trop et de rééquilibrer aussi du coup par un trop peu pour pouvoir. Mais il y a quelquefois ce trop a besoin d'être là pour pouvoir poser une action. Euh, pour pouvoir poser une action, pour pouvoir exprimer, extérioriser quelque chose. Donc, voilà, c'est parce que ce qui déborde, voilà, on peut pas, ça ne peut pas déborder. Voilà, il faut pas faire de vagues. Qu'est-ce que, voilà, il y a le candidaton. Voilà, il y a eu comme une castration aussi dès l'enfance. Là, je entends une castration psychique, comme il faut pas trop parler. Et je vois aussi comme cet enfant qui porte le deuil, comme si, voilà, il y a un décès dans la famille et cet enfant, ben, il y a un décès, mais un enfant, le propre de l'enfant, c'est de jouer et, euh, et
c'est comme si le regard posé sur cet enfant qui joue est un regard culpabilisant, euh, qui fait honte. Et donc, voilà, on n'a pas le droit de s'amuser parce qu'il y a un décès, il y a des gens qui sont tristes, donc on ne peut pas s'amuser. Euh, et l'enfant, là, qui n'a pas encore idée de ce qu'est la mort et qui, pour lui, et c'est très juste, danse et joue et est en joie, alors que euh, les adultes estiment qu'il faudrait être triste. Donc c'est l'adulte ici. J'entends en dehors de ça aussi, là c'est un exemple, mais qui est très prégnant ici. Mais ce serait aussi aller voir dans quelle mesure les adultes ont imposé leur monde à l'enfant, à leur enfant ici. Alors on vit dans un monde où l'adulte impose son monde à l'enfant, malheureusement, alors que évidemment l'idéal ce serait l'enfant a son propre monde et l'adulte a son propre monde, et ces deux mondes sont censés se rejoindre. Donc moi j'imagine comme moi je vois comme ça deux cercles, donc un cercle qui représente le monde de l'enfant, un cercle qui représente le monde de l'adulte, le monde de l'enfance, le monde de l'adulte, et cette intersection entre les deux. Et donc c'est deux cercles qui se rejoignent, et cette intersection, euh, cette intersection, et si vous connaissez la carte du monde dans le tarot de Marseille, le monde qui est représenté dans une dans une forme d'amande, une mandorle, oui, je pense que c'est le terme. Euh, mais qui est aussi la forme d'une vulve, on peut le dire. Euh, et c'est la carte du monde en fait. Donc c'est le monde. La réalisation ici, ce serait quoi? Ce serait de pouvoir, chez vous, il y a comme une castration, il y a comme voilà, c'est vraiment les énergies d'une aînée ici que je vois, d'un enfant, de l'aîné de la famille qui devait toujours être sage, donner l'exemple, et qui s'empêche aujourd'hui euh, d'être d'être adulte, de récupérer cette autorité intérieure en tant qu'adulte, parce qu'être adulte, c'est être sage, c'est donner l'exemple, et ça veut dire qu'on ne s'amuse plus, hein, parce que voilà, c'est ce que cet enfant a cru. Enfant, voilà, toi non, toi voilà, toi tu es sage, toi tu es l'aîné, toi tu comprends, donc oui, mais c'est voilà, si par exemple deux sœurs qui se disputent, et le plus âgé doit toujours prendre sur elle, parce que voilà, la plus petite, oui mais non, ah mais c'est elle qui m'a cherché, disons, la plus petite a cherché la plus grande dans la dispute, et bon, les parents disent bon écoute, elle est petite, elle ne comprend pas, toi tu comprends, t'es l'aînée, et alors voilà, il y a cette énergie là, euh, et, et donc il y a une énergie de subir sa vie, euh, d'être esclave des attentes des autres, d'être esclave de cette image de fille sage, responsable, et donc du coup l'idée même de prendre la responsabilité pour sa vie, ce n'est même pas possible, parce que du coup c'est on a intégré cette responsabilité comme étant une injustice. L'idée de prendre sa responsabilité est une injustice, parce qu'en plus on prend la responsabilité pour les autres. Donc on porte une charge énorme, et aussi des responsabilités par rapport à la place qu'on prend, qu'on nous demande de prendre par rapport à cet enfant, euh, ce réel aîné qui n'est pas en vie. Oui. Euh, donc ici, ce serait vraiment intéressant en séance, euh, lecture transgénérationnelle, hein, d'aller voir.
Oui, et je vois ici cette petite fille qui a dû renoncer à elle-même très tôt, donc qui est devenue adulte avant l'âge et qui a dû être dans le contrôle de cette petite fille, de cet enfant qui voulait, à chaque fois qu'elle voulait s'amuser, jouer, bah, elle devait, voilà, et chaque fois que euh, elle avait un élan vital, j'entends ici l'élan vital interrompu, euh, oui, hein, l'élan vital interrompu, je m'empêche de vivre, oui, je m'empêche de vivre parce que, d'autant plus ici, que l'enfant qui est venu avant et qui est décédé, ben, prend beaucoup de place. Parce qu'il faut savoir que la perte d'un enfant pour des parents, c'est pas quelque chose qui est facile à intégrer, c'est presque inconcevable. Donc, il faut trouver le moyen de maintenir en vie cet enfant. euh, et, et donc l'enfant qui est décédé, l'enfant qui part, l'enfant qui n'est pas là prend beaucoup de place. Il y a vraiment cette énergie-là, il prend toute la place dans le cœur des parents. Donc il y a vraiment une difficulté ici euh, à prendre sa place. Donc il y a la blessure d'abandon, hein, qui est aussi la blessure d'abandon, une sensation d'être abandonné à soi-même ici, euh, de devoir s'abandonner pour prendre soin, j'entends, de ses parents, de prendre en charge émotionnellement ses parents. C'est vraiment l'aîné qui prend en charge émotionnellement ses parents dans ce deuil. Donc, il y a vraiment ici euh, une difficulté à lâcher prise sur à lâcher prise sur ce rôle par rapport à la responsabilité, parce que ça peut être un adulte aujourd'hui qui a pris l'habitude d'endosser beaucoup de responsabilités et qui, du coup, ben, s'est construit une vie autour de ça, j'entends professionnelle, hein, avec des postes à responsabilité, donc des postes dans lesquels cet enfant, cet adulte a eu une reconnaissance sociale, hein, à travers ses responsabilités, et que finalement, aujourd'hui, ben, le constat est que ça ne lui correspond pas. Donc c'est compliqué d'aller lâcher ça parce qu'il y a toute une construction et il y a tout un édifice construit autour de ça. J'entends, ça peut être un couple, une famille, beaucoup de choses, une identité qui est ici à laquelle il faudrait renoncer pour pouvoir euh, avancer, évoluer. J'entends, c'est pas évident cette position ici. J'entends pas évident du tout. Euh, Cette personne aujourd'hui, si elle m'entend, elle a vraiment besoin de s'arrêter, hein. Elle est à l'arrêt très certainement. Si je parle à quelqu'un, enfin, c'est pas tout le monde bien sûr ici, mais quelqu'un qui serait ici à l'arrêt, euh, qui aurait vraiment besoin de ralentir, d'aller s'enraciner et d'aller plonger, euh, plonger au plus profond d'elle-même et écouter son cœur oui, et presque accepter de repartir de zéro. Il y a vraiment quelque chose ici, bah, c'est comme la suite de l'autre tirage, hein, mais on est dans ces énergies-là de toute façon ici, hein, avec l'énergie du mois de novembre et du scorpion, c'est le dépouillement. Le scorpion est le signe du dépouillement. Donc, bien sûr, on écrit un nouveau livre. Euh,
Oui, et aussi, il faut que je retrouve ce qui me vient, c'est je, 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 je dois retrouver, j'ai besoin de retrouver cette. Il y a il y a un conte qui parle de ça, mais oui, nous sommes tous. C'est un psychanalyste qui a ou un psychiatre, psychanalyste. Ça vient d'un psychiatre et d'un psychanalyste, dont je ne sais plus le nom. Si je retrouve, je le retrouverai, et je le noterai dans les sources. Euh, nous sommes tous des princes et des princesses, et nous avons, mais nous avons, qui ont, mais nous avons dû porter des masques sociaux et qui ont fait, ces masques ont fait qu'on s'est transformé en crapaud. Et aujourd'hui, bah, le constat, il faudra aller retrouver justement cette princesse, ce prince, donc cette souveraineté. Donc il faut le besoin de retirer le masque. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Je pense qu'on s'est compris. Et je vais m'arrêter là, d'ailleurs. Euh, on va passer au choix numéro 3. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, je vais commencer. L'argument me toucha. Je n'avais pas envisagé ma situation sous cet angle. Zeus, sentant qu'il avait visé juste, continua avec une chaleureuse indignation. Crois-tu que j'ai honte de ma création? Crois-tu que je veuille cacher une imperfection? Tout est parfait en toi, et je veux tout montrer. J'étais flattée. L'enthousiasme de Zeus m'indiquait que, tout à l'heure, j'avais mal interprété le vol de mes vêtements. Vu comme ça, dis-je, pensif, mon jeune ami, une seule chose te ferait du bien, cesser de penser. Vous estimez que je n'en suis pas capable. J'estime surtout que c'est inutile. Il se leva et me fit signe de le suivre à travers les couloirs du labyrinthe qu'il avait conçu. De quoi souffrais-tu lorsque je t'ai rencontré? D'avoir une conscience. Pour te guérir, je t'ai proposé de devenir un objet. Deviens-le complètement. Obéis-moi en tout. Abolis-toi. Ma pensée doit se substituer à la tienne. En somme, vous voulez que je devienne votre esclave? Non, malheureux esclave, c'est encore trop. Esclave, ça a une conscience. Esclave, ça veut se libérer. Non, je veux que tu deviennes moins qu'un esclave. Notre société est organisée de telle sorte qu'il vaut mieux être une chose qu'une conscience. Je veux que tu deviennes ma chose. Alors, tu seras enfin heureux. Tu t'évanouiras dans une complète félicité. Je me demande si vous n'avez pas raison. J'ai toujours raison. Sortis du labyrinthe, nous nous dirigeâmes vers la terrasse en continuant à parler. Nous croisions beaucoup de domestiques et, sans m'en rendre compte, je m'habituais à être nue. Je suis très fière de toi, me dit Zeus. J'en éprouvais une telle joie que j'en conclus qu'il détenait la vérité définitive. Désormais, je préférais ses pensées aux miennes. Cela me simplifierait la vie.
Nous redescendîmes dans le jardin pour aller vers la piscine où s'ébrouaient encore les beautés. Je m'arrêtai soudain. Oh, oh, s'exclama Zeus, que se passe-t-il? Je crains soudain d'avoir des opinions personnelles. Adam, pour les beautés, c'est animal, c'est un réflexe. Zeus Piterlama considéra mon opinion réflexe en se grattant la tête. Je n'avais pas pensé à ça. La situation empirait et nous l'observions ensemble. Excusez-moi, bien sûr. Ici, j'ai l'empereur de denier. Pardon, le pape de denier. Le pape de denier et l'impératrice de denier. Donc, le 5 et le 3. Alors ici, j'ai quelqu'un. Bien. Ici, j'ai quelqu'un qui... Il y a le rapport au corps ici qui est compliqué. Hein. Il y a un rapport au corps, une difficulté, un rejet d'incarnation de nouveau. On est de nouveau avec le 5 de denier, ici le pape de denier. Une difficulté, a besoin d'aller intégrer cette autorité. Et mais ici, il y a vraiment une... Là, je suis avec quelqu'un ici. Cette personne ici, cette énergie, a du mal à incarner la chair. Il y a un rapport à la chair ici, à la sexualité. La sexualité, la chair qui est reniée. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est dans l'adolescence que ça prend source ici. Je vois ici une personne qui, à l'âge de l'adolescence, a pu, au moment où elle était dans sa pleine puissance sexuelle. Ici, je vois une femme qui a ses règles et qui
tout à coup est dans son plein pouvoir de donner la vie. Donc, elle est dans une fierté qui peut paraître être de l'arrogance. Donc, cette fierté a été étouffée. Donc, cette estime d'elle-même qu'elle avait de cette fierté d'être, de passer de ce cap de- d'avoir passé cette porte. Oui, d'avoir passé cette porte vers l'adolescence, qui est un pas vers l'autonomie et vers la, 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 l'intégration de son autorité intérieure, a été empêchée. Sa fierté a été prise pour de l'arrogance. Donc, et elle a pris elle-même cette fierté pour de l'arrogance, cette personne. Donc, elle s'est empêchée elle-même d'incarner cette estime d'elle-même parce que ça a été mal perçu. Donc, ça a été perçu comme vraiment le terme, la arrogance, c'est ce qui me vient. Et donc, euh, il y a eu vraiment un élan vital ici qui était là. Il y avait vraiment un élan vital interrompu, j'entends. Euh, alors l'élan vital interrompu prend sa source, euh, s'ancre le plus dans la première année de la vie, donc la première année de la vie, souvent, par exemple, un enfant qui aurait été éloigné de de sa mère, un enfant qui aurait dû être en couveuse, par exemple, ou donné à une nourrice, euh, ou après l'élan vital interrompu peut aussi euh, être vécu après. Mais quand c'est vraiment vécu la première année de la vie, c'est vraiment, ça s'ancre très très fort et ça vient créer à l'âge adulte, plus tard et jusqu'à l'âge adulte, euh, donc des situations, l'adulte va se mettre lui-même dans des situations d'élan vital interrompu. Donc c'est vraiment ça que je vois, c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il voudra poser une action, posera cette action, mais cette action sera comme si c'était va être empêchée. Euh, mais elle va se mettre elle-même dans cette situation en fait d'élan vital interrompu, inconsciemment bien sûr. Et là, il y a un besoin d'aller conscientiser cet élan vital interrompu et dans quelle mesure il a sa place parce que dans l'existence de cette personne. Ici, il y a des bouts de bois qui flottent dans l'eau et c'est vraiment ici, je vois vraiment, c'est l'énergie sexuelle, hein, c'est assez phallique symboliquement ici. Euh, et il y a deux bâtons, parce qu'il y a deux bâtons, mais comme comme s'ils allaient se rejoindre à un moment donné. Euh, ah oui, ici tout à fait. Oui, ici c'est l'élan vital interrompu. J'entends, ici je vois le syndrome du jumeau perdu. Oui, tout à fait. Hein, il y a deux, 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 donc ici, il y a l'élément eau, hein, donc qui vient projeter en miroir les deux personnages ici. Donc l'image a été euh, photographiée au niveau du reflet dans l'eau. Hein. Euh, et ici, je vois vraiment le syndrome du jumeau perdu, euh, qui est un syndrome que je traite beaucoup en séance, hein, qui est beaucoup plus euh, commun qu'on pourrait le penser. Hein. On part du principe où une grossesse sur 10, ce sont des jumeaux. Et encore, ces chiffres datent, donc ça pourrait même être plus maintenant, parce qu'avec tout ce qui est fécondation in vitro, il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir des jumeaux, des triplés, j'entends. Euh, et plus, voire plus. Et donc, le syndrome du jumeau perdu,
un ju une grossesse sur 10 arrive à terme, donc c'est pas beaucoup. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de jumeaux, syndrome du jumeau perdu, ça veut dire qu'il y a un des 2 jumeaux qui ne survit pas, hein, qui n'arrive pas à terme, et c'est pas toujours conscientisé parce que ça peut être une, une fausse couche qui, très, très tôt dans le temps de la grossesse, qui n'est pas conscientisée, oui. Oui, ici c'est vraiment, de ce syndrome qu'il s'agit. Alors le conscientiser, il faut savoir que le jumeau qui est en vie se sent coupable d'être en vie. Donc il y a vraiment, le syndrome est celui-ci, c'est-à-dire que le jumeau, qui est vivant, heu, va, porter la culpabilité de la mort de son jumeau. Dans l'idée d'avoir pris trop de place, de ne pas avoir laissé la place à son jumeau, dans la vie intra-utérine, j'entends. Donc il y a plus ici, je vois vraiment, il y a 2 bâtons ici, et je vois dans les 2 personnages, on voit un qui regarde l'autre fâché. Euh, je vois vraiment un personnage qui est très vivant, dans le ventre de sa mère, et l'autre qui est un peu en train de regarder l'autre s'amuser, et, et prendre cette place, trop de place, à son goût. Et il y a une énergie comme ça dans cette image très très fort, je trouve. C'est ce que je vois ici. Je la connais cette image parce que bien sûr, c'est moi qui j'ai pris cette photo, mais voilà, chaque fois que je la regarde, je peux voir des choses différentes, quel que soit, en fonction du jour, de l'heure, du moment. Ici, le sujet est la canalisation. Donc, et nous sommes aujourd'hui, le 25 octobre. Donc la période étant ce qu'elle est, la période du Scorpion, du dépouillement, nous approchons du 1er novembre. Et oui, donc ce sont des énergies aussi ici, travaillant le passage d'âme. Voilà, c'est aussi la passeuse d'âme qui s'adresse à vous. Ici, bien entendu. Donc oui, je reviens à ce syndrome du jumeau perdu. Donc ici, je vois comme si les 2 jumeaux s'étaient bagarrés. Il y a eu une bagarre de jumeaux, oui, dans le ventre de la maman, pour voilà, euh, se battre pour prendre la place. Donc il y a vraiment une question de territoire ici aussi. Donc peut-être aussi dans le transgénérationnel, il doit y avoir dans le transgénérationnel des questions de territoire qui sont en jeu, hein, peut-être importante à aller voir. Ça rejoint un petit peu une guidance que peut-être que, du premier choix où on avait vu les questions d'héritage, de terre. Euh, ben, il y a peut-être lieu d'aller voir ça. Euh, donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui, qui ne peut se reconnaître que dans les yeux de l'autre. Il y a un rejet d'incarnation tel, je ne peux me reconnaître que dans les yeux de l'autre. Et, et mon regard à moi, mon regard à moi, le regard que je vais poser sur l'autre va le rendre tellement vivant que je vais en perdre la vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais nourrir l'autre de ma reconnaissance. Donc je reconnais tout chez l'autre et rien chez moi. Parce que j'ai besoin de redonner la place à l'autre. Donc l'autre qui est ici le jumeau que j'ai tué, que je pense avoir tué dans l'œuf. Voilà. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Donc cette énergie de qu'est-ce que je reconnais chez l'autre que je ne reconnais pas chez moi. Ça, c'est aujourd'hui à l'âge adulte, il y a cette énergie-là. Et il y a vraiment besoin pour cette énergie de comprendre que ce jumeau ici, le jumeau perdu, en fait, c'est son âme qui a fait ce choix. euh, c'est une expérience que son âme a choisi de vivre. Ok. Donc c'est un choix d'incarnation. Donc c'est un choix
c'est un choix, un contrat d'âme, un contrat d'âme, je dirais plus qu'un choix d'incarnation ici, mais même si, voilà, un contrat d'âme, je vais m'arrêter à contrat d'âme. Donc c'est le contrat d'âme de cette âme qui avait besoin d'expérimenter ça, de faire un aller-retour. Ce sont des âmes qui font des allers-retours et qui avaient besoin d'expérimenter ça et d'initier donc son jumeau à cette expérience et aussi la maman qui porte les jumeaux avait besoin de vivre cette expérience dans son incarnation. L'expérience, j'entends, de la perte. Même si elle n'est pas conscientisée, elle est vécue dans le corps. Ok. Donc ici, c'est cette énergie-là. Donc il y aurait besoin pour cette énergie d'aller conscientiser, comprendre le message ici du sacrifice, de, de, de la position de sacrifice qu'elle prend dans sa vie, dans ses relations. Sa culpabilité d'être en vie fait qu'elle va toujours se sacrifier au profit de l'autre. L'autre, ça peut être l'autre, son conjoint, un ami. L'autre, ça peut être les autres, le monde extérieur. Donc, elle ne peut pas se reconnaître elle-même, cette énergie. Elle a besoin du monde extérieur pour se reconnaître. Donc, le besoin de reconnaissance ici est le besoin de reconnaissance ici du père. Hein, le père, c'est le père, le papa, hein, mais aussi le père, l'énergie. L'énergie, un père, ça veut dire l'autre. La reconnaissance de nos pères, des autres. Donc cette énergie ici, cette personne à qui je m'adresse, ces personnes à qui je m'adresse, ont vraiment besoin de se regarder. De se regarder et de se valider. De se regarder dans le... Il y aurait besoin de créer un rituel journalier avec un miroir et avec une affirmation devant le miroir. Aller matérialiser cette reconnaissance à travers un rituel. Une phrase. Je n'ai pas de phrases qui me viennent parce qu'on me dit il n'y a pas. C'est pas à moi à vous donner cette information. Oui, ici, il y a vraiment un besoin d'aller récupérer cette capacité d'émerveillement. Il y a vraiment quelque chose dans une blessure qui est telle qu'il y a une incapacité à s'émerveiller devant son image. Et ici, c'est l'histoire de Narcisse. Hein. Alors, il n'est pas question voilà. Hein, c'est vraiment l'histoire de Narcisse qui me vient. Il y a Lou ici, sur l'image aussi. De retrouver cette capacité d'émerveillement devant votre image. Il y a comme ici, j'entends j'entends quelqu'un qui est dégoûté de son image, une personne qui est dégoûtée d'elle-même, qui se dégoûte, qui a honte, qui se sent coupable, qui a honte, vraiment
d'avoir voulu la mort de l'autre, d'avoir voulu que l'autre n'existe pas par lui-même aussi. Ici, j'entends, voilà, tu n'existeras pas par toi-même, tu existeras seulement à travers mon regard. Alors voilà, là, je passe à une autre partie de la guidance. Voilà, tu n'existeras qu'à travers mon regard. Mais ça, c'est une personne qui, à force d'avoir besoin, de chercher à exister à travers le regard de l'autre, c'est-à-dire le père, le regard de la mère ou du père, un regard, ce regard que le père et la mère n'a pas, n'a pas donné. Je vois vraiment ici un enfant qui n'a pas eu l'attention sur lui. Il y a quelque chose comme, oui, comme si ce jumeau, oui. Alors ici, ça parlera pas à tout le monde, mais je vois une énergie comme il y a deux embryons et il y a un moment donné dans la grossesse où il y a fallu choisir entre un des deux parce que il y avait une question de il y en a un qui n'était pas viable ou c'était pas possible que les deux vivent ou peut-être la maman risquait sa vie si elle gardait elle n'avait pas suffisamment de nourriture de force pour nourrir ces deux vies et il a fallu en extraire une. Et donc, on rend l'autre responsable inconsciemment. Parce on a certainement donné la chance au plus gros peut-être, ou à celui qui était le plus viable, qui avait pris le plus de place, qui avait pris le plus qui était le mieux nourri, qui avait, du coup, on a déduit que c'était celui qui avait la capacité de se nourrir, plus de capacité de vie. Donc ça, aujourd'hui, cet adulte, si je parle à un adulte, ça peut être un enfant bien sûr, mais si vous, voilà, si vous reconnaissez un enfant là-dedans, vous transposez. Je vois vraiment, c'est au niveau du chakra de la gorge, il y a une difficulté à, à s'exprimer. La parole, c'est l'élément air ici, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas parler parce que c'est comme si je vais, parce que la parole, elle s'extériorise et elle va dans l'espace, dans l'air. Donc, c'est comme si je ne veux pas occuper plus de place encore que celle que j'occupe, donc je ne vais pas parler encore en plus parce que je risque, en parlant, de prendre l'oxygène de l'autre. C'est quelque chose comme ça. Ok.
Bah, je vois que cette personne aujourd'hui, elle est, elle elle est en train de retrouver cet élan vital. Heu, En tous les cas, elle est susceptible de retrouver cet élan vital, mais elle a besoin de trouver quelqu'un à qui parler et elle a besoin de se confier. Cette personne ne se confie pas, en fait. Je vois ici, j'ai affaire à une personne qui aurait besoin de peu de choses, en fait. Il suffirait qu'elle se confie, hem, pour parce qu'il y a beaucoup de colère rentrée, il y a beaucoup de vous voyez, j'arrive pas à exprimer. Beaucoup de colère rentrée, beaucoup de même si elle comprend plus ou moins ce qui lui arrive, c'est pas suffisant. Ça reste dans le mental, la compréhension. Ici, elle a besoin d'aller mettre des mots, être entendue, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Donc, elle aurait besoin qu'on lui dise, et peut-être ici, qu'elle doit arrêter de porter cette culpabilité. Je vais m'arrêter là. Merci.